UEFA Euro 2016 vous est présenté par Coca-Cola, Continental, Hyundai Kia, McDonald's et Turkish Airlines. Salut tout le monde, c'est Doudou. Bienvenue dans cette première édition du débrief de Doudou en version audio. Donc objectif aujourd'hui, parler de cet Euro 2016 dans son intégralité. Au sommaire, analyse du spectacle proposé dans cet Euro. Puis je vais parler de cette nouvelle version de l'Euro qui a été passée à 24 équipes au lieu de 16 précédemment. Ensuite, les tops et les flops, mais au niveau des nations, que j'ai classé en 3 catégories. Les grandes nations, les nations en devenir et les nations en reconstruction. Et pour finir, je vais parler du parcours du Portugal et de la France, qui ont réalisé 2 très belles compétitions, même si au final, il y a un pays qui est totalement heureux et un pays qui est totalement triste, mais c'est la loi du foot, c'est le sport, et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Tout de suite, analyse du spectacle proposé dans cet Euro 2016. Alors, le spectacle proposé dans cet Euro. 51 matchs, 108 buts, un but toutes les 44 minutes, un but toutes les mi-temps, ouais, c'est bien. 2,12 buts par match. Sur 51 matchs, moi je trouve ça quand même assez correct. Dans les grands championnats, on est à peu près dans ces moyennes-là, ou peut-être un peu plus, mais sur 380 matchs. Donc, par analogie, moi je trouve ça vraiment correct d'avoir 2,12 buts par match. Et franchement, je pense que les matchs étaient vraiment agréables à regarder, dans le sens où le suspense était toujours là, dans la physionomie des matchs. Regardez le match d'ouverture par exemple. Première mi-temps laborieuse de la France, la Roumanie fait son jeu défensif, mais fait aussi du pressing, donc c'est fermé, c'est laborieux, et le match se débloque seulement à l'heure de jeu, et même s'il y a l'égalisation, et le match se redécante à nouveau à la 90e minute sur frappe du pied gauche de Payet. Le lendemain, on a droit aussi à un Angleterre-Russie, où l'Angleterre finit par perdre ses 3 points, vu que la Russie égalise dans le temps additionnel. Donc voilà, ça a été agréable parce que il y avait toujours du suspense et toujours de la tension. Donc que ce soit en phase de poule ou même en phase finale, regardez le Italie-Espagne, c'était un match mais magnifique. Un vrai jeu proposé par les Italiens, proposé par les Espagnols. L'Italie arrive à ouvrir le score, l'Espagne fait tout pour pouvoir égaliser et au final ils se font tuer en fin de match. Ça fait 2 buts dans le match, mais même s'il n'y avait que 1-0, le spectacle proposé était vraiment agréable à regarder. Donc voilà, sur le plan général, je trouve que le spectacle proposé était vraiment bien, même s'il y a eu quand même quelques matchs qui ont fait tâche. Je crois qu'on a eu un seul 0-0 si je dis pas de bêtises, ça a été Allemagne-Pologne, alors qu'il aurait pu avoir vraiment beaucoup de buts. Donc il faut aussi féliciter les défenses qui ont réalisé aussi de très gros matchs et qui ont empêché d'avoir vraiment un nombre incalculable de buts, mais c'est aussi leur boulot et ça fait aussi partie du spectacle. Tout de suite, analyse du nouveau format de la compétition introduite cette année, l'Euro à 24 équipes. Alors, l'Euro à 24 équipes, déjà d'où ça vient? Donc cet Euro à 24 vient de Michel Platini, qui était à l'époque président de l'UEFA, qui organise donc les Euros. Donc afin de pouvoir faire bénéficier aux petites nations du football l'image que propulsent ces grandes compétitions, on en a aussi la preuve en Ligue des Champions et en Ligue Europa, où vous pouvez voir des petits clubs de tout petits pays, par exemple à l'Apoel Nicosie, je ne sais pas si vous vous souvenez, le MSK Žilina aussi. Donc c'est des clubs que vous ne connaissez pas, mais qui font partie de petits pays et qui ont été de grands clubs dans leur pays et qui ont, selon Michel Platini, le droit de pouvoir figurer dans ces grandes compétitions
Et parfois on obtient de bonnes surprises en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Donc voilà, c'est dans la lignée. Donc après l'avoir fait au niveau des clubs, elle a été introduite au niveau des nations. Donc avec 7 euros à 24 équipes engagées. Donc, cependant, ce tournoi change pas mal de choses, vu qu'au niveau du tableau final, il y a des groupes aussi avantagés. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ces groupes sont définis à l'avance. On sait qu'en Ligue Europa, après la phase de poule, on mélange les reversés de Ligue des Champions, c'est-à-dire ceux qui ont fini troisième dans leur poule de Ligue des Champions sans reverser en Ligue Europa. Et il y a aussi les premiers et les deuxièmes de groupe. Sauf qu'il y a des gens qui sont... Donc les équipes sont classées en 2 chapeaux. On peut vous dire qu'il y a des premiers ou des premiers et deuxièmes de groupe qui sont dans le chapeau 2, alors qu'ils ont fini premier dans leur groupe. Donc pour eux, c'est pas normal d'être chapeau 1. C'est pas normal d'être chapeau 2. Mais ça peut arriver. Donc quand le nombre d'équipes n'est pas optimal, c'est-à-dire 8 équipes, ou 16 équipes, ou 32 équipes, ou 64 équipes, il y aura toujours des avantagés et des désavantagés. Donc avant le tirage au sort des équipes, dans les poules, on savait déjà quelles seront les équipes, les poules qui étaient désavantagées. Il s'agissait des groupes E et des groupes F, vu que nous avons bien vu que le premier du groupe F, la Hongrie, a affronté le deuxième du groupe E, et que le premier du groupe E a affronté le deuxième du groupe D. Donc voilà, tout ça a été défini à l'avance. Et donc, toutes ces théories du complot ou quoi que ce soit, vous pouvez les oublier. Ça a été fait, enfin, ça a été dessiné à l'avance. Alors oui, le groupe A, forcément le groupe du pays organisateur, oui, a affronté un troisième. Mais bon, c'est l'UEFA qui décide. Comme je vous l'ai expliqué, en Ligue Europa, il y a aussi des avantagés ou des désavantagés. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport, du foot. Donc voilà. Mais ce qui a aussi changé, c'est que au niveau au niveau footballistique, c'est que comme on était habitué, comme en Coupe du Monde, comme aux Euros à ces équipes, c'est que ça y est, t'as perdu 2 matchs, tu es éliminé, t'as gagné 2 matchs, tu es qualifié. Tu gagnes un match, ouais, tu vas finir troisième, mais t'as perdu, t'en as perdu 2. Et ben grâce à ça, il y a quand même ça permet d'avoir quand même du suspense au niveau des troisièmes matchs. Vu que jusqu'à la fin du groupe F, on savait toujours pas qui était vraiment qualifié au niveau des meilleurs troisièmes. Donc c'est ça qui a procuré quand même un petit attachement, parce que on regarde en Coupe du Monde, il y a pas mal de matchs au niveau des troisièmes matchs où on était là, regarder des purges, parce que voilà, c'était déjà foutu, on savait qui était déjà qualifié, qui était déjà éliminé. Donc c'est le petit point positif qu'on peut donner au niveau de ce format 24 équipes. En plus du fait qu'on a eu 51 matchs, du coup, vu qu'on a dû en rajouter les huitièmes de finale. Voilà. Dernier point au niveau de cet Euro à 24 équipes, le temps de repos des joueurs entre chaque match. Alors, la France a été avantagée sur le premier match à mon goût, vu qu'elle a joué le match d'ouverture le vendredi à 21h et qu'on ne peut pas faire l'autre match du groupe A après. Donc peut-être ouais, à 18h ça aurait été pas mal. Mais je pense que l'UEFA sait bien qu'en France, les Français ont l'habitude de regarder le match à 21h. Et le match à 18h, c'est pas encore pour le vendredi. Même si en Allemagne en 2006 ça a été fait à 18h, si je dis pas de bêtises, de Costa Rica. Donc voilà, elle a été avantagée sur ce point-là, et comme toutes les autres équipes de poule, elles ont eu 4 ou 5 jours de repos avant de jouer le prochain match. Donc pour moi, il n'y a rien d'anormal à signaler, d'autant plus que pour moi vos théories du complot ne peuvent pas marcher, vu qu'à chaque fois apparemment elle avait un jour elle avait toujours une semaine pour se reposer. Donc elle a joué le vendredi, elle a joué le mercredi, elle a joué le dimanche, elle a joué le dimanche d'après, le dimanche d'après. Donc oui, d'accord, 7-7. Après elle a joué le jeudi, puis le dimanche. Donc elle a fini première. Donc si l'UEFA, si on imaginait que la France était première, pour vraiment les avantager, est-ce que vous pensez vraiment qu'elle aurait fait jouer l'équipe de France
en demi-finale le jeudi, pour après jouer la finale le dimanche. Personnellement, je ne pense pas. Donc c'est pour ça que, concrètement, vos théories du complot ne peuvent pas marcher. Ça veut dire qu'il aurait fallu mettre le premier du groupe A dans le côté gauche du tableau, et non pas sur le côté droit. Donc voilà, il y a plein de détails à analyser avant de se faire une idée de vos théories du complot. Et aussi, comme le nombre d'équipes n'est pas optimal, il est de 24 et pas de 32 ou de 16, il y aura toujours des inégalités. Mais ça, c'est réalisé au hasard et avant le tirage au sort au niveau des poules. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça. Donc voilà, c'était la petite analyse sur le plan général de cet euro, au niveau du spectacle, au niveau du format 24 équipes. Donc je vais pouvoir parler plus en profondeur des nations. Donc on va passer au top, classé en 3 catégories: nation en reconstruction, nation en devenir et grande nation. Donc tout d'abord le top au niveau des nations en reconstruction. Alors le top